Bienvenue à ce webinaire de l'UMGCCP sur les innovations et solutions techniques. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons pouvoir passer une petite heure ensemble pour faire un point sur des sujets incontournables dans les projets de rénovation, mais également dans la construction neuve. Comment bien choisir sa pompe à chaleur? Aujourd'hui, nous allons vous donner les points essentiels pour faire un choix sûr, performant et durable en vous basant sur des critères techniques et réglementaires. Notre objectif est de vous offrir une vision claire, concrète et opérationnelle pour accompagner au mieux vos clients et en même temps sécuriser vos projets. Au programme, nous aborderons les fondamentaux du dimensionnement, la gestion du bruit et les bonnes pratiques d'installation, les critères de performance à surveiller, les données fiables sur lesquelles s'appuyer et bien sûr l'importance de la certification pour garantir qualité et conformité. Un contenu bien riche, pensé pour vous apporter un éclairage sur les éléments véritablement déterminants dans le choix de votre pompe à chaleur. Pour vous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts. Sophie Vauquillon, bonjour Sophie, bonjour. Responsable des projets transverses chez Eurevent Certita Certification. Sophie nous apportera sa vision sur la qualité, la performance et le rôle clé de la certification dans la fiabilité des produits. Et nous avons également Nicolas Vincent, pour la plupart que vous connaissez très bien, notre ingénieur et responsable technique à l'UMGCCP. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas partagera avec nous donc son expérience terrain, une expérience pour une grande partie remontée par vous, professionnels de l'UMGCCP, les enjeux d'installation, les bonnes pratiques et les points de vigilance essentiels pour vous, les professionnels. Donc, un programme passionnant, très riche. Nous espérons donc que nous répondrons à vos attentes et sans plus attendre, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Sophie, Nicolas, merci à vous d'être présents parmi nous et on vous donne la parole. Merci Karine. Je pense que Karine a très bien fait la présentation. Un petit rappel. Vas-y, je te laisse le faire. Okay. Ce webinaire est enregistré, vos micros sont coupés. Karine va assurer la gestion des questions dans le chat si vous en avez. On fera aussi des points à différents moments. Et puis le support vous sera communiqué par la suite. Vous aurez aussi dans la présentation, si vous avez votre smartphone à disposition, la possibilité aussi de scanner des QR codes pour répondre à quelques questions sur lesquelles on vous sonde un petit peu. Voilà. Alors, peut-être juste un petit point pour démarrer, qui est Eurevent Certita Certification. Donc, on est organisme de certification tierce partie, indépendant, accrédité par le COFRAC et spécialisé dans le domaine du génie climatique. Donc on va couvrir le chauffage, la ventilation, la climatisation et également la réfrigération. On délivre 3 marques de certification principales. La marque Eurevent Certified Performance, la marque NF sur les produits génie climatique et la marque QB qui est la marque du CSTB sur les produits également du génie climatique. Peut-être un petit point d'entraîne ou d'éclairage en tout cas sur la fiabilité des annonces qui sont faites. Donc vous avez en premier niveau la déclaration des performances qui est faite par le fabricant. Le deuxième niveau, ce qu'on appelle la justification, donc le fabricant va venir du rapport d'essai d'un laboratoire indépendant les performances qu'il annonce. La certification qui va venir confirmer dans le temps le maintien de ces performances via différentes opérations d'évaluation qu'on verra un petit peu plus tard. Et dans le cadre de la réglementation française, dans le cadre du conso, les organismes de certification français sont obligés d'être accrédités, donc on est évalué régulièrement par le COFRAC
qui vient s'assurer qu'on respecte bien les règles telles qu'on les a définies et que tout le monde est traité de la même façon, qu'on respecte la confidentialité, l'impartialité, etc. On couvre un certain nombre de domaines, donc tout ce qui est toute la partie ventilation, avec les centrales de traitement d'air et ses composants, que ce soit pour le tertiaire, le collectif, mais aussi pour l'individuel avec les doubles flux, les simples flux autoréglables, hygroréglables, les bouches, les entrées d'air, les conduits de ventilation également. On a toute une partie autour de la thermodynamique avec les chillers, les pompes à chaleur, les rooftops. Qu'est-ce qu'on va encore avoir? Qu'est-ce que j'ai pu mettre là? Les VRF également. La partie ventilo-convecteur qu'on peut également retrouver, les climatiseurs, enfin voilà. C'est juste quelques exemples qui vous sont donnés. Et puis sur la partie réfrigération, les vitrines réfrigérées de vente, les échangeurs de chaleur, les tours de refroidissement et les composantes. En quelques mots, on gère 44 programmes de certification, c'est à peu près 1800 essais par an à gérer. On travaille avec 27 laboratoires au niveau européen répartis à peu près sur 10 pays. On fait à peu près, bon, c'est pas tout à fait à jour, mais on va dire 500 audits par an. Et tous les résultats de certification ou l'annonce des performances, les caractéristiques sont disponibles sur notre site internet 7 jours sur 7. Je vais avancer puisque tu es distrait. Pardon. Quel est notre métier aujourd'hui? Donc, toutes nos certifications sont volontaires. On n'est pas du tout sur des certifications qui sont réglementaires. Donc, c'est un véritable engagement de la part des industriels de rentrer dans ces démarches de certification, puisque en fait, ça demande quand même un certain nombre de moyens humains et également financiers et en termes de temps. On élabore nos référentiels par consensus de l'ensemble des parties prenantes en réceptionnant les attentes et les besoins du marché. Si à cette occasion vous avez d'ailleurs des commentaires sur les produits que l'on couvre, hein, là on a parlé des pompes à chaleur, n'hésitez pas à faire remonter vos attentes et besoins à Nicolas, qui les transmettra, qui lui est consulté lorsqu'on modifie nos référentiels de certification. On va travailler sur un échantillonnage pour garantir la représentativité des produits. C'est-à-dire qu'on va définir le nombre de produits qu'on va tester, que ce soit à l'admission ou en suivi, pour garantir une certaine fiabilité de l'annonce des performances et donner confiance dans ce qui est annoncé par les industriels. L'idée étant toujours de trouver le juste milieu, le bon équilibre pour que ce soit aussi suffisamment représentatif, mais aussi économiquement viable, et que nos partenaires soient aussi en capacité de tester les produits dans un temps raisonnable. En fonction des référentiels de certification, on va mettre en place différentes opérations d'évaluation. Donc systématiquement un processus d'admission, un processus de suivi avec des audits, des essais, des vérifications de logiciels. Toutes nos données sont accessibles sur notre site internet et aussi on travaille au transfert de ces données via différents canaux qu'on a cités là, par exemple Dibatec, Bimogec, Bimenco, qui peuvent être utilisés, l'idée étant d'éviter la ressaisie des informations et de garder cette traçabilité et fiabilité de la donnée. La certification permet de comparer les produits entre eux, puisqu'en fait ils sont évalués sur de mêmes bases. J'en ai parlé un petit peu, donc je pense que tu peux passer. Donc ça, c'était la première partie sur la certification. J'espère que ça vous a apporté quelques éclairages sur le sujet. Alors, c'est là où vous pouvez, je pense, démarrer vos smartphones, si ça vous intéresse, de participer. Ah, mais si tu le fais trop vite, tu donnes les réponses. Ah qu'est-ce que tu fais? Ah ben voilà, tu as mis les réponses. Non. Ok, eh ben, je vais te poser la question alors à toi. Selon toi, le marquage CE est-il une certification? Ouais, j'ai eu la réponse. Je suis désolé, je vous ai... spoilé tout le monde. Voilà, donc le marquage CE n'est pas une certification, de mon point de vue. Et pourquoi? Parce que c'est juste déclaratif, je te laisse faire. Ok, donc la différence du marquage CE, donc on est bien sur la déclaration du fabricant. C'est un dispositif qui est réglementaire et qui permet uniquement de confirmer la libre circulation des produits dans l'espace économique européen.
On a cependant aussi plusieurs niveaux de marquage CE qui peuvent exister. Donc ça, il faut vraiment être spécialiste des directives pour savoir derrière ce qui est couvert par ce marquage CE. A contrario, la certification est uniquement sur la base de volontariat. Elle est délivrée par un organisme tiers totalement indépendant et permet une bonne différenciation de la qualité des produits. On a plusieurs niveaux aussi en certification. Toutes les certifications qu'on vous propose chez Revend donc, sont toutes du niveau 5, donc le plus haut niveau de certification possible, parce qu'on vient faire de nombreuses opérations d'évaluation pour atteindre ce niveau 5. Ouais, tu peux avancer, mais pas trop vite. Ok. La deuxième question, le label énergétique est-il certifié selon vous? Alors, selon toi, Nicolas? Non plus. Non plus? Oui. Ok, et pourquoi? Je te laisse répondre. C'est toi l'expert. Ouais, ok. Donc, je pense que vous êtes habitué à voir cette étiquette. Hein. Donc, c'est une obligation réglementaire, cette étiquette énergétique, en suivant la directive 2017-1369. Ça reste de la responsabilité du fabricant. Et l'autorité en France qui fait la surveillance du marché et la DGCCRF. Donc ce sont les seuls habilités. Sur cette étiquette, vous retrouvez un certain nombre d'informations sur les performances thermiques, mais également sur les performances acoustiques, pour les unités intérieures, pour les unités extérieures. Je pense que vous êtes assez familier, sauf peut-être toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'étiquette? Non, c'est vrai que les étiquettes, ça permet d'avoir une première approche de la performance de la machine et de ce qu'elle est capable d'apporter, mais c'est vrai que c'est une étiquette avant tout faite pour le consommateur, pour qu'il puisse identifier les machines les plus performantes. Et ça peut aider effectivement les entreprises à montrer, parfois quand ils sont confrontés à plusieurs types de pompes à chaleur, montrer qu'à leur client, la leur elle a une étiquette énergétique peut-être un peu plus élevée. Donc ça peut aider aussi, voilà. Elle est effectivement très simplifiée, très visuelle. Donc pour vous, hein, c'est une première information si vous voulez sélectionner les produits, mais voilà, c'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer, il faut aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors au niveau de l'installateur, lorsqu'il est sollicité pour réaliser une installation, évidemment, il va devoir choisir des équipements. Ces équipements, en fait, ils devront répondre à des besoins et des attentes du client, évidemment. Donc, il faut être très à l'écoute de ses besoins et des attentes. Il n'y a pas pire que de proposer quelque chose qui, finalement, ne lui conviendra pas. Il faudra, bien évidemment, tenir compte des exigences réglementaires. En tant qu'homme de l'art, vous êtes censé, du coup, les connaître. Le cas technique et la compatibilité avec l'ouvrage et l'ensemble des équipements existants ou envisagés. Donc là, c'est aussi une question de règles de l'art. Il faut intégrer les exigences architecturales, environnementales, l'usage et la maintenance de l'ouvrage. Évidemment, quand on propose une installation, il faut penser à son utilisation et à sa maintenance, faire en sorte qu'il puisse être bien maintenu. Et puis, il faut rentrer en général dans un budget que le client a. Donc, la difficulté est là pour les entreprises, c'est de pouvoir répondre à tous ces items. Alors évidemment, votre responsabilité, elle peut être engagée à plusieurs titres. Au niveau du devoir de conseil, ça c'est un point important. La jurisprudence l'a consacré au fil du temps. Mais il y a aussi dans le code civil une obligation d'information précontractuelle. En fait, il faut, lorsque vous êtes vis-à-vis du client, pouvoir faire en sorte qu'il puisse choisir, signer le devis en toute connaissance de cause. Donc il doit connaître les avantages, les inconvénients de ce qui lui est proposé, et par ailleurs, s'il y a des manquements ou des insuffisances par rapport du projet, par rapport à ce que souhaiterait le client, évidemment, c'est à l'entreprise de les mettre en lumière et de bien lui préciser ces risques et ces insuffisances et la manière d'y remédier. Et par ailleurs, évidemment, vous avez la responsabilité du professionnel susceptible d'être engagé au titre du Code civil, donc c'est la garantie de bon fonctionnement, parfait achèvement et décennale. Décennale quand on a une pathologie qui peut atteindre la solidité ou être impropre, générer une impropriété à destination. Alors, y compris si c'est lié à un mauvais choix qui est à l'origine du désordre,
Typiquement, on peut choisir une pompe à chaleur qui est mal dimensionnée, auquel cas il peut y avoir un désordre qui peut rentrer dans le cadre d'une impropriété à destination, et quand même ce choix était imposé au constructeur, c'est-à-dire si le client vous l'a imposé, pour autant en tant que professionnel, vous deviez faire en sorte de le convaincre de partir sur un choix différent. Donc au titre du contrat, évidemment, ça dépend après contractuellement sur ce sur quoi vous êtes engagé, et votre responsabilité aussi peut être engagée au titre de ce que vous avez prévu au niveau du contrat. Performance garantie attendue notamment. Ça, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Bien souvent, en génie climatique, au titre du contrat, vous deviez une température de 19-20 degrés. De plus en plus, on voit arriver des demandes de clients qui voudraient des performances. Donc là, on va y revenir, mais faites attention aux performances affichées par les fabricants, qui sont des performances de laboratoire et qui ne sont pas forcément les performances atteintes réellement. Donc là, il faut être très prudent là-dessus pour éviter d'être embarqué dans des choses, des contentieux sur lesquels il n'est pas forcément facile de se dédouaner. Alors pour concevoir, bien choisir les équipements, effectivement la pompe à chaleur a quelques spécificités qu'il convient de retenir. Alors quand vous allez vouloir concevoir une installation de chauffage, évidemment les principales attentes vis-à-vis de l'installation, ça va être le confort thermique. Là c'est valable pour les pompes à chaleur, mais pour tout autre système de chauffage ou de climatisation. Le confort acoustique est important. Il est davantage avec les pompes à chaleur parce qu'il y a un problème de bruit qui peut s'avérer avec les compresseurs. Il y aura mal de pièces en mouvement. La performance énergétique, évidemment, il faut essayer de faire en sorte que ce qu'on installe soit performant. Performant aussi environnementalement, limiter l'impact sur l'environnement. Ça, c'est des attentes qu'on voit de plus en plus de la part des clients. Vous devez proposer une installation qui est, d'un point de vue sécurité, irréprochable. Donc il faut limiter les risques inhérents à l'installation et qui peuvent présenter des dangers sur les biens et les personnes. Donc ça, c'est des choses que vous faites tous les jours. Et il faut choisir des produits à minima marqués CE. Alors évidemment, comme l'a évoqué tout à l'heure Sophie, marqué CE, ça permet d'avoir quelque chose qui rentre légalement sur le marché européen. Mais au niveau performance, ça reste du déclaratif. Donc l'avantage des produits CE, c'est qu'au niveau de marqué CE, il y a une conformité électrique, une conformité liée à la directive des équipements sous pression, directive machine, etc. Puis pérennité, maintenabilité, réparabilité. Évidemment, quand on fait une installation, il faut qu'elle puisse être pérenne, maintenable et réparable. Alors il faut concevoir et réaliser l'installation en ce sens. Et puis autant que possible, de plus en plus, on regarde la disponibilité des pièces après arrêt de la dernière fabrication. Voilà, parce que aujourd'hui, les gens de plus en plus sont attentifs au fait que cela puisse être réparable. D'autant plus qu'on a des installations qui sont assez coûteuses au niveau pompe à chaleur. Donc ça, c'est des points sur lesquels il faudra être de plus en plus attentif et peut-être des choses qui feront que vous choisirez plutôt un fabricant plutôt qu'un autre. Alors, au niveau confort thermique, au niveau pour la pompe à chaleur, évidemment, vous allez faire un calcul, là-bas, c'est le calcul des déperditions à partir d'un calcul thermique, tenant compte du climat, de la composition de l'enveloppe, de la ventilation, de la température de confort. Température de confort, en général, qui se situe, quand vous allez dans le code de l'énergie, on parle de 19 degrés, mais bien souvent, on part sur une température un peu plus élevée, de 20 ou 21 degrés, qui sont plus confortables pour la plupart des clients que l'on rencontre. Et à partir de ces déperditions, donc les déperditions, il y a plusieurs méthodes qui existent, des méthodes plus ou moins simplifiées. En tout cas, il faut être attentif dans les données d'entrée. C'est souvent là que c'est pas parce que la méthode est simplifiée qu'elle n'est pas correcte. Mais lorsqu'on utilise des méthodes simplifiées, il faut être attentif aux données d'entrée et éviter des erreurs qui font qu'en fait le résultat de calcul est décalé par rapport à ce qu'on devrait en attendre. À partir des déperditions, c'est là que vous allez définir la puissance de votre générateur avec son appoint. Et il faut que cette puissance soit supérieure aux déperditions de l'ensemble des locaux desservis. Au niveau des pompes à chaleur, il y a un point qui est important, il faut éviter le sous-dimensionnement qui engendre évidemment une insuffisance de puissance de chauffage, une surconsommation de l'installation, parce que si vous sous-dimensionnez trop, c'est globalement la pointe qui devrait prendre le relais.
Et puis, voilà, et il faut éviter le surdimensionnement, et avec les pompes à chaleur, c'est un point hyper important, parce que vous allez avoir des phénomènes de court cycle qui augmentent l'usure, le risque de casse du générateur. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, on a des retours d'expérience où vous avez des pompes à chaleur ou des compresseurs cassent au bout de 8 ans, voire des fois 6 ans. Ce sont des usures prématurées qui sont souvent liées à des surdimensionnements et des phénomènes de court cycle élevés. Évidemment, si vous surdimensionnez, vous allez avoir des surconsommations, et puis le fait de surdimensionner, ça ajoute des surcoûts à l'achat des équipements, et parfois ça oblige, si on fait correctement les calculs, à rajouter des volumes tampons, etc. Donc ça amène des surcoûts au niveau des accessoires également. Donc ça, c'est des choses qu'il convient de bien prendre en compte au niveau des pompes à chaleur. Alors il y a des règles qui ont été établies dans le NFDTU, le NFDTU 6516, c'est le DTU qui concerne l'installation et la conception des pompes à chaleur, dans lesquelles vous allez trouver des règles de dimensionnement qui ont été établies consensuellement au niveau d'une commission par les divers acteurs de la filière. Donc ça, c'est la version actuelle du DTU. Il est en cours de révision, il y aura peut-être des modifications par rapport à ces règles-là. Ça restera à la marge, mais globalement, aujourd'hui, suivant que la PAC est en tout ou rien ou avec variation de vitesse, vous allez dimensionner la PAC entre 70 et 100%, voire 80 et 100%, tout dépend de l'inertie des locaux. Donc vous voyez, on la dimensionne légèrement par rapport, on va essayer de la situer dans cette fourchette-là. On ne va pas aller au-delà de 100%. Et la pointe permet de couvrir 120% des déperditions, de manière à pouvoir notamment satisfaire les relances matinales, voire lorsque les températures hivernales descendent de manière assez basse. Mais bon, ça peut arriver, même si ce n'est pas forcément très courant. Alors pourquoi on table sur ce type de dimensionnement avec des pompes à chaleur? Tout simplement, je vous ai mis ici un diagramme sur lequel vous avez ça vous donne une idée des besoins de chauffage par rapport à la température extérieure rencontrée sur une saison chauffe. Donc quand on fait le calcul des déperditions, on le fait à la température extérieure de base. C'est une température qui finalement intervient à peu près 5 jours par an, voire plus. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les températures extérieures de base sur lesquelles on s'appuie étant indéfinies depuis quelques temps déjà, on se retrouve avec des températures extérieures de base qu'on voit encore moins que 5 jours par an. Donc vous voyez que la plupart des besoins de chauffage se situent entre 0 et 12-13 degrés. Donc c'est là où on va avoir le plus de besoins de chauffage. Et par ailleurs, quand vous regardez ici, je vous ai mis un diagramme avec la courbe des déperditions qui est en rouge. Je ne sais pas si vous voyez sur le diagramme qui est en bas à droite. Et vous avez en fait une spécificité des pompes à chaleur, c'est que dès lors que vous allez avoir une température extérieure qui augmente, sa puissance va être plus importante. Et du coup, à un moment donné, il va y avoir un croisement. Donc, quand vous êtes avec une PAC tout ou rien, comme vous pouvez le voir, c'est la courbe jaune, on va avoir à un moment donné, par rapport aux besoins, une surpuissance de la pompe à chaleur. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir pas mal de pompes à chaleur et inverteurs va faire qu'on va pouvoir suivre effectivement la courbe des déperditions en termes de puissance, mais à un moment donné, pour des raisons de retour d'huile, etc., vous allez avoir la machine qui ne pourra plus s'adapter à la puissance et que du coup va fonctionner en tout ou rien. Et il va y avoir du coup des phénomènes de cyclage et de court cycle qu'il faut évidemment éviter parce que ça augmente les consommations et puis ça peut, s'ils sont trop importants, générer une usure prématurée du compresseur. Du coup, ces deux phénomènes montrent qu'on a tout intérêt à sous-dimensionner la PAC pour éviter ces surpuissances à la mi-saison et se caler sur la majorité des besoins de chauffage. Évidemment, la résistance se mettra en fonctionnement lorsque la PAC ne suffit plus à fournir les besoins, mais ça reste du coup un fonctionnement assez marginal. Donc ça permet du coup, même si on a une consommation un peu plus importante, d'avoir une machine qui est correctement dimensionnée, qui va avoir des rendements qui seront plutôt bons.
Donc pour vous, les données utiles que vous allez avoir besoin quand vous allez dimensionner votre générateur, c'est d'une part la puissance thermique maximale du générateur à la température extérieure de base et à la température de départ d'eau. Ça, c'est un point important parce qu'une des difficultés au niveau de la pompe à chaleur, c'est que la puissance thermique, elle va non seulement varier en fonction de la température extérieure, mais elle va aussi varier en fonction de la température de départ d'eau. Je vais y revenir, vous allez voir les courbes, mais il est important, et ça c'est bien expliqué dans le NetETU, c'est que la puissance que nous devons prendre en compte, c'est la puissance thermique maximale du générateur à la température extérieure de base et à la température de départ d'eau. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir le régime d'eau que l'on aura à la température extérieure de base. Et puis l'idéal, ça serait d'avoir aussi les performances, les puissances thermiques minimales aux conditions de la mi-saison. Donc je vous ai mis dessus ce qu'on entend par puissance maximale et puissance minimale. Donc la puissance maximale, c'est lorsque la machine fonctionne à son régime pleine charge, c'est-à-dire à la plus grande fréquence autorisée par son paramétrage interne. Et la puissance minimale, c'est la puissance en dessous de laquelle le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est plus continu, mais de type tutoriel. Donc l'intérêt de connaître la puissance minimale, c'est essayer de définir à partir du moment, le moment à partir duquel la pompe à chaleur risque de se mettre en cyclage. Donc ces puissances, comme évoqué, elles sont dépendantes des conditions de fonctionnement de l'air et de l'eau. La difficulté, lorsque vous allez sur les données des fabricants, c'est que vous allez avoir plutôt des puissances nominales. Donc ce ne sont pas des puissances maxi, ce ne sont pas des puissances minimales. Ce sont des puissances en fait qui ont été déclarées par le fabricant par un essai correspondant le plus souvent à un essai normatif. Donc ces puissances nominales, malheureusement, c'est les données que l'on a majoritairement si on va sur les notices classiques des fabricants, et du coup elles ne sont pas optimales si on veut faire un dimensionnement optimal. Vous voyez là, je vous ai récupéré, alors je ne sais pas si vous y voyez bien, mais je vous ai récupéré des notices de fabricants. Typiquement, vous allez avoir souvent dans les notices des données que vous avez sur le tableau en haut, on va vous donner des puissances à plus 7,35, à plus 7,55, moins 7,35, moins 7,55. Et vous voyez, ça reste quand même des données qui sont des puissances nominales et pas forcément en adéquation, qui ne correspondent pas forcément à la puissance qu'on souhaiterait connaître. Et là, typiquement, vous voyez, vous avez, je vous ai mis ce tableau parce que quand vous allez, si vous voulez, dans les plus performants, donc c'est la ligne, alors, je ne sais pas si je peux le montrer là. Je ne peux pas. Vous allez au niveau des performances thermiques certifiées, c'est-à-dire au milieu du tableau. Vous voyez par exemple la première ligne, puissance calorifique à plus 7, plus 35, et Pmax. Vous voyez là, il vous déclare à la fois la puissance nominale et à la fois la puissance maximale. Vous voyez l'écart qu'il peut y avoir, il y a d'un côté 4,60 et de l'autre 7,10. Donc vous voyez que c'est important de bien identifier la puissance qu'on vous annonce et de s'assurer est-ce que c'est la puissance calorifique minimale ou maximale. Si vous partez sur la puissance calorifique nominale dans ce cadre-là, si vous prenez celle en dessous, vous voyez, elle est à 2,93 alors que la puissance maxi est à 6,10 à moins 7,35. Donc ça c'est important de bien identifier ça, c'est que les puissances qu'on vous propose sont des puissances nominales et l'idéal quand vous faites un dimensionnement, c'est de rentrer, d'essayer de... Là par exemple, je vous ai pris un cas, je ne citerai pas le fabricant, mais quand vous allez dans la notice d'installation, vous avez la possibilité d'avoir un tableau qui est beaucoup plus fourni, donc c'est le tableau qui est en bas à gauche, et là effectivement on va avoir les puissances maxi en fonction de la température extérieure et la fonction du régime de distribution. Donc comme vous pouvez le voir dans ce tableau, si vous lisez par exemple à moins 7,35 et à moins 7,55, vous voyez l'impact que ça peut avoir le régime de distribution. Vous avez une perte de puissance à moins 7 lorsque vous êtes en régime de distribution à 55 plutôt qu'à 35. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on dimensionne une pompe à chaleur à température extérieure de base, de bien connaître la température, le régime de distribution qui sera nécessaire, de manière à pas se leurrer au niveau du choix de la pompe à chaleur. Là, si vous partez sur une pompe à moins 7,35, vous allez avoir une puissance donc de 6,10.
Et si le régime, finalement, il est de 55 à moins 7, vous allez vous retrouver à avoir une puissance de 4 à peine. Si je lis bien, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, vous risquez d'avoir une pompe à chaleur largement sous-dimensionnée, avec parfois des difficultés de fournir la température idéale, suivant l'appoint que vous aurez. Et évidemment, vous allez vous retrouver avec un appoint qui sera davantage sollicité. Et par ailleurs, il est important de connaître le régime de distribution, pour la bonne et simple raison, c'est que la capacité de la pompe à chaleur à fournir une température d'eau élevée diminue lorsqu'on vient vers des températures extérieures froides. Donc plus on aura une température extérieure de base, si vous avez un régime de 55 à moins 7 et que votre pompe à chaleur ne va pas au-delà de 45, évidemment, quand vous allez dimensionner, il va y avoir une consommation électrique qui sera importante au niveau de l'appoint. Donc peut-être choisir une pompe à chaleur de la gamme qui soit un peu plus différente ou choisir un autre appareil. Donc ça, c'est des points sur lesquels il faut être attentif. Cet aspect évolution, puissance et température d'eau. Alors évidemment, quand vous dimensionnez, il faut intégrer la performance énergétique. Donc au niveau du générateur, il est important de s'atteler à la performance à charge partielle, parce qu'effectivement, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, les besoins de chauffage sont essentiellement à des températures qui sont au-delà de 0 degré. Donc c'est là, la majorité du temps, où va fonctionner votre pompe à chaleur. La difficulté de la pompe à chaleur, c'est qu'elle va moduler, mais pas moduler autant que ce que vous pouvez avoir pour une chaudière. Vous avez le diagramme en haut à droite d'une chaudière, on voit qu'une chaudière, c'est très modulant, presque jusqu'à 0%, et on garde un rendement élevé. Au niveau des pompes à chaleur, en général, on a des taux de modulation de l'ordre de 30%. À partir de 30%, on se retrouve avec des phénomènes de la courbe à droite qui font qu'on passe en tout ou rien. Alors, c'est important d'essayer de voir à partir de quand le générateur module. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on peut constater chez certains fabricants qui proposent par exemple une gamme de pompes à chaleur entre 4 et 8 kg. Vous allez avoir par exemple une gamme à 4, 6, 10 kg, 8 kg. Parfois, on constate que c'est le même compresseur, un peu comme ça se passe au niveau des voitures. Et du coup, quand on essaie de voir un peu les taux de modulation de ces machines-là, on peut avoir des surprises dans la mesure où, par exemple, sur la 4, 6 ou 8, on aura des modulations qui seront différentes. Il y en a qui pourront moduler par exemple à 50%, il y en a qui se moduleront à 40% et d'autres peut-être à 30%. Donc ça, c'est un point hyper important à savoir, et il faut essayer de trouver des pompes à chaleur qui modulent vers des taux de modulation les plus bas possibles, avec un maintien des rendements qui sera du coup plus élevé. Parce que dès lors qu'on ne peut plus moduler, c'est ce qui se passe à côté, évidemment vous avez des cyclages, des marches arrêts qui vont évidemment impacter fortement le rendement. Et c'est ce qui se passe sur la courbe en bas à gauche, et sur la gauche de la courbe à partir du trait en pointillé vertical. De la même manière, quand vous installez une pompe à chaleur au-delà du dimensionnement, il est important évidemment, on a toujours en tête l'importance de la température de la source froide, mais on a tendance à être moins attentif sur l'importance de la température de départ d'eau. Le diagramme que je vous montre, la courbe, là, on constate par exemple, pour une machine, alors par rapport à un COP à plus 7,35, si vous augmentez la température de départ d'eau, comme vous pouvez le voir là, si vous allez vers les 50-55, vous avez ce diagramme vous montre à peu près l'impact que peut avoir le fait de travailler à des régimes d'eau élevés. Vous voyez, on peut avoir une perte de l'ordre de 40 à 60%. Donc il est important effectivement, quand on choisit une pompe à chaleur, autant que possible, d'essayer de travailler à basse température. Donc il y a une réflexion à avoir sur les émetteurs en place. En tout cas, il y a des choses à regarder avec le client sur les émetteurs en place, et essayer autant que possible de l'inciter à changer parfois les radiateurs pour qu'on puisse travailler à basse température. Et les gains sur une saison et sur la durée de vie de la pompe à chaleur ne sont pas négligeables.
Juste, vous pouvez regarder sur le tableau, j'ai repris le tableau qu'on avait tout à l'heure. Ah, mais ça y est, là, elle passe. Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Ici, comme vous pouvez le voir sur ce tableau-là, quand vous êtes à 7,35, ou admettons à 2, plutôt à 2 ici, vous voyez, si vous êtes à 35, vous allez avoir une COP de 3,4, si je ne dis pas de bêtises, c'est petit. Si vous êtes à 55, vous allez avoir une COP qui sera du coup beaucoup moins bon. On est à 1,89. Vous voyez l'impact que ça peut avoir sur le COP. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et lorsqu'on installe une pompe à chaleur, il y a à la fois le choix de la pompe à chaleur, mais il faut vraiment s'intéresser au régime de distribution qui pourra être mis en œuvre, parce que ça va fortement impacter le rendement. Alors au niveau du générateur, au regard de ce qu'on a vu là, évidemment il faut essayer de connaître les performances à charge partielle selon le régime de température d'eau prévu de la pompe à chaleur. Il est important d'essayer d'avoir la donnée qui concerne le seuil bas de modulation, mais c'est quelque chose qu'on trouve pas facilement, ou voire jamais au niveau des notices des fabricants. Et puis, ce qui serait important, c'est d'avoir le temps minimum de fonctionnement du compresseur différentiel de régulation. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous permettez, je reviens sur cette diapo-là. Vous voyez, quand on est ici, en fait, il faut éviter les cyclages. Et du coup, il faut créer suffisamment d'inertie dans l'installation pour éviter que lorsqu'on est dans ces périodes-là, le compresseur ne redémarre pas dans des temps qui sont trop bas, trop courts. Donc en général, le temps minimum de fonctionnement du compresseur, il est aux environs de 6-7 minutes. Chez certains, ça va au-delà de 15 minutes. Mais là encore, c'est une donnée qu'on n'a pas forcément auprès des fabricants. Donc, pourquoi elle est intéressante, ce temps minimum et ce différentiel de régule et le fait de connaître les performances à charge partielle, c'est qu'à partir de cette formule-là, vous pouvez calculer le volume d'eau nécessaire, l'inertie nécessaire à la pompe à chaleur pour éviter ces phénomènes de court cycle. Alors attention, il y a des fabricants qui vous donnent des volumes d'eau minimum pour leur pompe à chaleur. Dans le DTU, c'est quelque chose qui a été cadré, c'est-à-dire que on doit systématiquement s'assurer à partir de cette formule qu'on a le volume d'eau nécessaire à la PAC est suffisant. À défaut, il faudra rajouter un volume tampon. Et on ne respecte, et si jamais dans les données fabricants on a un volume d'eau nécessaire qui doit être plus important que ce qu'on a trouvé, à ce moment-là on se cale sur les données du fabricant. Si le fabricant propose un volume d'eau moindre que ce qu'on a trouvé par le calcul, auquel cas on prend le volume d'eau nécessaire qu'on a trouvé par le calcul. Faut faire attention sur les retours qu'on a et sur les études qui ont été faites. On a pas mal il peut arriver d'avoir pas mal de pompes à chaleur qui ont ces phénomènes de court cycle et qui cassent prématurément. Et c'est vraiment lié à l'inertie que peut avoir à la fois la plage de modulation de la pompe à chaleur et le volume d'eau qu'elle a à disposition pour décharger pendant un temps suffisant de fonctionnement du compresseur. Bon, je ne sais pas si j'étais assez clair, en tout cas je l'espère. Au niveau des données fabricants, alors évidemment pour connaître la performance énergétique, on peut se baser sur des rendements, mais attention, dans les notices des fabricants, il y a beaucoup de données sur les rendements. Vous avez les rendements à un point donné, on parle plutôt de COP, de rendements saisonniers, de scope ou des tasses. Alors des fois c'est des rendements à pleine charge, d'autres à charge partielle, à des températures à 35, 55 en fonction des climats moyens, chauds, tempérés ou froids. Et puis selon la nature des équipements, vous allez avoir les données que je vous ai. Alors faites attention, ce sont des notions qui sont théoriques ou mesurées en laboratoire. En général, en réel, on ne trouve jamais les COP ou les états annoncés. Pour plusieurs raisons, c'est que ce sont des données qui ont été mesurées souvent en laboratoire et qui ne correspondent pas aux conditions d'utilisation et à la vraie vie lorsqu'on est raccordé à un réseau de distribution, par exemple, pour tout ce qui est PAC aéro et géothermie.
Mais néanmoins, elles ont le mérite de permettre de comparer les équipements entre eux et de se donner une idée des pompes à chaleur qui sont plus ou moins performantes. Ça permet, ces rendements sont aussi parfois requis pour les aides financières, donc c'est des critères d'éligibilité, donc il est important de bien les choisir donc et de bien identifier lesquels sont nécessaires. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui. Vas-y, je te laisse la parole. Du coup, voilà sur les performances que vous certifiez par rapport à ça. Donc Nicolas vous a présenté un certain nombre de caractéristiques nécessaires pour le dimensionnement des packs. Aujourd'hui, effectivement, les performances qui sont annoncées dans des conditions qui sont données, qui sont des conditions normatives, standardisées pour permettre de comparer les produits entre eux et d'avoir aussi une fiabilité de la mesure qui est donnée. Si ces conditions n'étaient pas cadrées, en tout cas, on pourrait avoir une fluctuation importante sur les performances annoncées. Donc, pour pouvoir assurer la reproductibilité, on est obligé de bien cadrer les conditions qui sont données pour faire les tests. On couvre dans nos certifications donc, un certain nombre de produits, les packs RR, les packs RO, la partie OO également, les monoblocs, les splits, les pompes à chaleur électriques, à gaz. Et puis on va couvrir aussi plusieurs périmètres, donc avec la partie chauffage, la partie ECS et également la partie rafraîchissement. On a parlé des performances, donc les puissances calorifiques, les designs, les performances saisonnières, les scopes, les SER, les TAS, les COP également. On va couvrir la partie performance en mode ECS également. La partie puissance acoustique, on va venir juste après. On va faire un petit focus sur l'acoustique. Et puis, voilà, nos laboratoires sont évalués, accrédités. On utilise des normes qui sont également européennes pour qualifier ces produits. On a des réflexions aussi, justement, pour vous apporter des informations sur les performances dans d'autres conditions qui soient non standardisées. Ou par rapport au climat ou ce genre de choses. La difficulté, c'est plus on va rajouter de données, c'est comment on rend aussi visible cette donnée. Donc ça, je pense que c'est un travail qu'on fera avec l'UMGCCP. Et puis par rapport à ce qu'on a vu aussi, on peut essayer de faire en sorte de rapatrier dans la certification des informations que vous aurez besoin ou difficilement identifiables dans les fiches techniques des fabricants. Et donc, en les rentrant dans l'assertif, les rendre obligatoires en termes de déclaration, ce qui nous permettra de facilement trouver les informations. Je crois qu'après... Donc ça, c'est pour passer sur la partie acoustique. On avait deux questions qu'on aurait souhaité vous poser. Donc, le voisin et la gêne occasionnée que pourrait générer la PAC, la réglementation impose-t-elle, selon vous, une distance minimale, le respect d'un niveau de pression acoustique ou les deux? Et la deuxième question, choisir une PAC avec un niveau de puissance sonore bas suffit-il à respecter la réglementation? Je vais t'interroger toi, Nicolas. Alors, effectivement, sur la première question, on est souvent questionné effectivement s'il y a une distance minimale, mais c'est surtout le respect d'un niveau de pression acoustique qui va être vérifié. Sur la deuxième question, choisir une PAC avec un niveau de puissance sonore sonore bas suffit-il à respecter la réglementation? Ben, la réponse est non. Donc on va développer les slides suivants. Voilà, qu'on va essayer de vous développer dans les slides suivants. Effectivement, pardon, c'est moi qui suis allé un peu vite. En termes d'acoustique, alors là, on aborde uniquement, on n'aborde pas, vu le temps imparti, la réglementation liée aux constructions neuves, qui nécessite de respecter là aussi des pressions acoustiques, mais là on aborde essentiellement la gêne acoustique vis-à-vis du voisinage. Il y a la lutte contre le bruit du voisinage, elle se situe en fait au niveau réglementaire dans le Code de la santé publique, aux articles que vous voyez mentionnés là. Et on a arrêté l'application de 2006, du 5 décembre 2006. Donc dans cet arrêté, en fait, on dit le bruit le bruit de comportement d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous
responsabilité ne doit pas générer une gêne vis-à-vis du voisinage. Alors, la nuisance, elle est constatée sur soit une durée, c'est-à-dire il y a un bruit qui dure, soit une répétition, c'est un bruit qui se répète, soit un bruit qui est assez intense. Du coup, il suffit de constater ça pour constater l'infraction. Donc ça, c'est le cas des pompes à chaleur qui sont à usage domestique, c'est-à-dire qui desservent une maison. Maintenant, si c'est une pompe à chaleur qui est adossée à un bâtiment qui sert à une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisirs, il y a une émergence à respecter que je vous ai mis là. Donc il va dépendre, en fait, c'est le tableau qui est en bas à gauche, selon qu'on est le jour, la nuit, et la durée cumulée d'apparition du bruit généré par exemple par la pompe à chaleur. Alors vous voyez, normalement on doit distinguer le fait qu'on soit soit sur une pompe à chaleur qui dessert du résidentiel, soit une pompe à chaleur qui dessert un bâtiment qui sert à une activité professionnelle. L'approche est différente, néanmoins lorsqu'il y a un désordre, un sinistre, et qu'on fait des expertises, souvent c'est des mesures d'émergence qui seront réalisées pour s'assurer que le bruit, effectivement, il y a un bruit qui est gênant. Donc en fait, on va suivre les émergences que l'on voit dans le tableau là-dessus. Donc c'est une réglementation qui est assez difficile à appréhender. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant basé sur une émergence, on va mesurer le bruit ambiant sans le fonctionnement de la machine, on va mesurer la machine en fonctionnement et on va voir l'émergence qui est générée. Donc vous vous doutez bien que suivant, vous voyez là en dessous l'émergence, le diagramme qui représente l'émergence, des seuils, des niveaux de bruit ambiant que vous pouvez avoir. Donc, vous voyez, suivant où vous êtes, si vous êtes dans des zones plutôt hôpitaux, zones de repos, avec des espaces naturels, le jour vous avez à peu près un niveau de bruit qui est aux alentours de 45 dB. La nuit on est plutôt à 32 dB. Donc vous voyez, après suivant où vous vous situez, si vous êtes en résidence urbaine, de suite les seuils sont plus hauts quand même. Les bruits ambiants sont à 55 et 42. Donc poser une pompe à chaleur au niveau résidentiel urbain sera plus aisé pour respecter cette réglementation que lorsque vous vous situez aux abords d'un bois. Donc là, si vous voulez, la difficulté là, c'est qu'on va mesurer donc une pression acoustique. Tu veux que je le traite? Ouais, ben, tu peux faire donc il y a deux notions importantes sur la partie acoustique. Donc en certification, on va parler de puissance acoustique, puisqu'en fait c'est vraiment le bruit émis par la machine, donc c'est vraiment le bruit intrinsèque au produit, donc ce qui permet d'avoir une répétabilité en tout cas de la mesure et de comparer les produits entre eux. Donc c'est ce qui est effectivement certifié et contrôlé régulièrement. Par rapport aux réglementations qu'on a pu voir précédemment, on va travailler sur les pressions acoustiques. Donc dans les fiches techniques des fabricants, vous avez souvent cette notion de pression acoustique avec des valeurs qui sont données sans forcément avoir les informations sur comment elles sont mesurées. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs, en tout cas cette mesure, bien entendu du niveau de puissance acoustique de la source, mais également la directivité des ondes sonores, et puis tout ce qui est caractéristique au niveau de l'environnement et la distance à laquelle on va faire cette mesure. Bien entendu, plus on s'éloigne du bruit, forcément, moins la perception est importante. Effectivement, du coup, quand vous allez choisir une pompe à chaleur, vous allez avoir une puissance acoustique, et ce qu'on va mesurer, c'est une pression acoustique. Et cette pression acoustique, elle va être dépendante de pas mal de paramètres. Donc déjà, vu qu'on se base sur une émergence, il va d'abord y avoir le bruit ambiant. Donc lorsqu'on a quelque chose de calme, évidemment, on va essayer de choisir une pompe à chaleur avec une puissance acoustique la plus faible possible. Néanmoins, ça ne garantit pas. Donc là, si vous voulez, il y a des données qui vous sont fournies pour identifier un peu les chutes de pression en fonction de la distance, notamment. Comme vous avez là, chaque fois, en fait,
que vous doublez la distance, vous diminuez votre seuil d'à peu près 6 dB. 6 dB, donc 3 dB, c'est le double de bruit. Donc vous voyez, ça vous donne une idée, suivant la distance où se trouve le voisinage et le bruit ambiant. Si vous avez 45 dB ou 42 dB de bruit ambiant, si vous mettez à 8 mètres, vous voyez, si vous prenez une pompe à chaleur qui fait, là on est à 54, donc 54, si on regarde là-haut, ça correspond, on doit être à une puissance sonore de 60 dB. Donc si vous choisissez une pompe à chaleur de 60 dB, il est probable que vous soyez à 42 dB à 8 mètres. Ceci dit, c'est ce qui était sous-jacent dans la question qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas forcément systématique parce que l'environnement va jouer énormément. Si vous avez une pompe à chaleur qui est placée contre le mur, le bruit émis, il va être émis en majorité dans une sphère sur 180 ici, et ici sur 90. Donc c'est un quart de sphère. Si vous êtes ici, c'est un huitième de sphère. Donc vous imaginez, le bruit du coup il sera concentré davantage et du coup ça va faire plutôt effet de résonance. Plus vous allez avoir une pompe à chaleur dans quelque chose d'encaissé, plus il va y avoir un effet de résonance. Plus vous avez quelque chose de dégagé avec beaucoup de végétation, plus vous allez atténuer le bruit. Donc en fait, ce raisonnement-là, oui, mais il faut aussi tenir compte de l'environnement. Si vous avez trop de surface réverbérante et des algues, donc vous allez plutôt faire caisse de résonance. Donc c'est vraiment pas aisé de pouvoir s'adapter à cette réglementation-là, sachant qu'on est basé sur un bruit ambiant, et ce qu'on va mesurer, c'est une pression acoustique qui va être vraiment tributaire de la distance et de l'environnement. Voilà, alors effectivement, ce que soulève Sophie, et elle a raison, c'est que aujourd'hui on regarde que souvent le désordre, en fait, l'écueil du voisin vient déjà du fait qu'il voit la pompe à chaleur. Donc là, un point important, autant que possible, essayer de trouver un emplacement qui ne soit pas à la vue du voisin. Souvent, la vue de la machine accentue le oui. On a parfois des surprises, des gens, même si elle ne marche pas, elles trouvent qu'elle fait du bruit. Donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être attentif. Et par ailleurs, c'est souvent source de différends. Lorsqu'il y a des voisins qui ne s'entendent pas trop, la pompe à chaleur peut être une excuse à augmenter les différends. Donc c'est le point sur lequel il faut être attentif. Donc malheureusement, les données que vous allez avoir au niveau du fabricant, donc ça va être plutôt des puissances acoustiques, et ce que vous allez mesurer sont des pressions acoustiques, ce qui est fondamentalement assez différent. Si on revient sur la certification et la certification de la performance acoustique, ce qu'on peut retenir dans le cadre de la marque NFPAC, c'est qu'on réalise les essais à pleine charge, donc en fonctionnement à P nominal de la pompe à chaleur. Contrairement à ce qui est demandé par Ecodesign et ce qui est fait dans le cadre de la KEMARC, la certification KEMARC sur les PAC, ces essais sont réalisés à charge partielle, donc à 35% de la puissance nominale. Donc forcément, vous allez avoir des valeurs qui vont être différentes puisque les conditions dans lesquelles elles sont mesurées ne sont pas les mêmes. En plus, dans la marque NF, vous avez des seuils qui sont exigés, qui sont beaucoup plus contraignants que ce qui exige la réglementation. On a des critères d'acceptation pour permettre de confirmer la conformité du produit à plus dB. Donc entre l'admission, ce qui a été déclaré, et le test qu'on fait, il ne peut pas y avoir plus de 2 dB, sinon on va venir modifier la caractéristique de la pompe à chaleur, modifier la déclaration du fabricant et vraiment y indiquer la performance qu'on aura mesurée en laboratoire. Voilà ce que je voulais rajouter sur la partie acoustique. Donc sur ce point, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a pas mal de remontées terrain par rapport à les problèmes sonores des pompes à chaleur, qui sont avérés ou pas. Mais en tout cas, c'est un point sur lequel vous devez être attentif. Il faut avoir une bonne lecture en fait de ce qui vous est donné et une bonne compréhension de ce que vous demande à respecter la réglementation. Aujourd'hui, on certifie le niveau de bruit global. En tout cas, dans l'évolution de nos référentiels, que ce soit NFPAC ou les autres référentiels autour de la pompe à chaleur, on prévoit de donner des informations et de publier des informations sur les valeurs spectrales
complète pour mieux caractériser les équipements, notamment aux basses fréquences, pour vous donner en tout cas plus d'informations sur le choix de l'équipement, surtout quand on est aussi en ville avec la massification des packs, etc. C'est un point qui est de plus en plus demandé et regardé pour permettre le développement de la PAC. Effectivement, sur la signature spectrale des pompes à chaleur, c'est intéressant parce que quand vous êtes en basse fréquence, il faut faire attention à ces bruits, vous savez, qui sont générés, ces vibrations qui sont générées et qui suivent les murs, etc., et qui vont être assez sourds, mais gênants, et souvent il faut faire attention la nuit. Et c'est souvent des choses qui sont très gênantes pour les occupants également. Donc là, quand vous avez une signature spectrale avec des basses fréquences importante, du coup il y a lieu de bien traiter l'aspect désolidarisation pluriantivibrative. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi effectivement d'avoir la signature spectrale de la machine. Maintenant, si vous avez des fréquences élevées, en général c'est beaucoup plus facile à traiter avec des caches, etc., que les basses fréquences. Donc ça c'est un point qui permettra d'améliorer l'appréhension du comportement acoustique des pompes à chaleur avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Juste pour terminer, donc, vous retrouvez l'ensemble des produits qui sont certifiés. Vous pouvez directement télécharger les certificats et ce qu'on appelle les Product Performance Report avec l'ensemble des caractéristiques qui sont certifiées, ce qui vous permet en tout cas de l'intégrer dans votre dossier ouvrage exécuté. Vous pouvez aussi comparer les produits entre eux, les sélectionner. Et si vous avez des doutes sur les certificats, vous pouvez aussi directement nous écrire sur le vérificateur de certificats et on vous répond. Juste un point, on ne l'a pas soulevé, mais par exemple, si vous allez dans les réglementations RT et RE, généralement, quand vous avez une donnée certifiée, vous n'avez pas de pénalité appliquée si vous êtes sur des données déclarées. En général, par exemple, sur un COP, on va y appliquer une pénalité de 20%, donc c'est pas négligeable. Donc ça c'est important aussi dans le choix de partir sur des données qui soient certifiées. D'une part, vous êtes sûr qu'elles sont bonnes, qu'elles ont été vérifiées, donc c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec des machines dont les performances sont certifiées. Pour terminer, donc cette fois vraiment terminer, je pense qu'on arrive à la fin. Ouais. Donc ça permet de confirmer les économies d'énergie, d'avoir confiance dans la performance du produit, dans les annonces qui sont faites. Ça vous aide pour le dimensionnement puisque vous partez sur des données qui sont fiables et qui ont été vérifiées. Et comme Nicolas l'a dit, c'est utile par exemple dans le cadre de dispositifs de valorisation. Toutes les aides financières, voilà. Certificat d'économie d'énergie, que ce soit la TVA, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, ils sont effectivement souvent basés sur des critères des données fabricants, donc critères de rendement souvent. Donc il est important d'avoir les bonnes données. De pouvoir vérifier ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce qu'on voulait vous dire ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a une question. Que veulent dire les termes cyclé et modulé? Oui, pardon, modulé, c'est-à-dire que la machine, elle va pouvoir baisser sa puissance, faire varier sa puissance pour se caler aux besoins du bâti. Après, cyclé, c'est-à-dire que vous allez avoir alors, si vous me permettez, je vais revenir là. Alors c'est vrai qu'en étant dedans, mais c'est pas toujours aisé. En fait, vous avez votre pompe à chaleur, ici, elle va moduler. Donc elle va suivre les déperditions. Donc là, on est dans le cas d'une machine inverteur. Donc on va faire bouger la variation de vitesse du compresseur de manière à adapter la puissance et se caler sur la courbe des déperditions. Maintenant, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas diminuer, on a des limites physiques à l'exercice dans la mesure où il doit y avoir des retours d'huile au niveau du compresseur pour éviter des casses. Et du coup, on ne peut pas descendre en dessous certains seuils. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là,
la machine elle va se mettre à fonctionner en tout ou rien. C'est-à-dire elle ne va pas faire varier sa puissance, elle va fonctionner en tout ou rien. Je marche, je m'arrête, je marche, je m'arrête. Et là, lorsqu'on a des phénomènes de marche-arrêt, c'est là qu'on commence à cycler. Et le fait d'avoir des cyclages trop fréquents, c'est ce qui va en fait nuire qui va user prématurément votre compresseur et qui peut au final casser beaucoup plus tôt que ce qui est prévu. C'est pour ça qu'il est important de connaître en fait le temps minimum de fonctionnement d'un compresseur pour éviter d'avoir trop de cycles dans l'heure et d'avoir une usure prématurée du compresseur. Donc ça, c'est des données souvent du fabricant de compresseurs que devrait faire remonter le fabricant, mais qu'on n'a pas forcément dans les notices, et qui permettent de calculer le volume, l'inertie nécessaire à la machine pour éviter, effectivement, quand vous êtes là, si vous avez un volume d'eau suffisant, elle va fonctionner un certain temps, elle va charger, puisqu'il y a suffisamment d'inertie, en calories, le volume d'eau qu'elle a. Et même si on est dans ces périodes-là, le temps que ça se décharge, etc., le temps minimum de fonctionnement du compresseur sera respecté. Sinon, on va se retrouver... Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des machines, effectivement, qui n'ont pas suffisamment d'inertie et du coup, qui se retrouvent à casser assez prématurément au bout de 5, 6 ans, 8 ans. Donc ça, c'est des choses que l'on retrouve. Alors, quand je parle d'inertie, faut être hyper attentif parce que c'est pas parce qu'on a avec des planchers chauffants qu'on a suffisamment d'inertie. Aujourd'hui, on a tendance à réguler chaque boucle au niveau des pièces desservies. Donc, vous pouvez avoir un moment, par exemple, si vous prenez des radiateurs, si tous les robinets thermostatiques sont fermés, en général, vous mettez une soupape différentielle qui permet un bypass. Et du coup, vous avez la pompe à chaleur qui fonctionne sur un circuit, en fait, un volume d'eau qui est beaucoup plus restreint que l'ensemble de l'installation. Et c'est ce volume d'eau restreint qui doit être suffisant pour éviter ces phénomènes de marche-arrêt du compresseur. Et c'est la fameuse formule ici qui permet de calculer le volume d'eau nécessaire et de s'assurer que l'on a ce volume-là. Sinon, il faut rajouter un volume tampon. Alors vous doutez bien que les fabricants ont tendance parfois à dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de volume d'eau nécessaire, parce qu'effectivement, s'il y a l'ajout d'un volume tampon, ça renchérit les coûts. Donc il y a une tendance à vouloir diminuer les coûts. Ça, c'est un point sur lequel vous devez être hyper attentif. Faute de quoi, ça peut être un retour de bâton au bout de quelques années. Et là, on peut considérer que ça peut être impropre à la destination, parce que vous avez mal dimensionné la machine, et vous retrouvez avec des garanties qui vont rentrer dans le cadre d'une décennale. Donc c'est quelque chose qui peut vous engager votre responsabilité sous 10 ans. Donc c'est pas anodin, donc c'est un point sur lequel il faut être hyper attentif. Alors on a une autre question de Jérôme. Bonjour Jérôme. Dans une maison ancienne où il y a un réseau de radiateurs en fente, est-il autorisé de faire fonctionner ces radiateurs à un régime de température plus faible lors de la mise en œuvre d'une PAC seule ou une relève d'une chaudière fuel? Même si, pour continuer à chauffer une grande pièce, cela pourrait engendrer l'ajout d'un radiateur. Et la deuxième question, est-ce que les PAC qui ont une plus grande plage de modulation sont plus fragiles mécaniquement? Alors, première question, effectivement, sur les radiateurs en fonte. Après, quel que soit le radiateur, il faudrait, généralement, on vérifie les déperditions pièce par pièce. Et en fonction des déperditions pièce par pièce, on va savoir, en fonction de la typologie du bâtiment, du radiateur et du régime de distribution qui est proposé, la puissance qui va pouvoir être émise de par le radiateur. Donc, vous pouvez avoir un radiateur en fonte, et si effectivement il y a une partie le bâtiment a été isolé, il est probable qu'avec un radiateur en fonte, vous puissiez fonctionner à des régimes de température plus bas que ce qu'ils avaient plus bas que ce qui était fait jusqu'avant l'isolation. Parce que c'est vrai que les radiateurs en fonte, c'est des choses qui datent depuis un certain temps, et souvent été raccordés à une chaudière avec des régimes de température qui allaient bien au-delà des 55 degrés. Donc ça peut être utilisé. Après, effectivement, donc il y a un travail qui peut être mené
Si on a des radiateurs en fonte, donc il faut vérifier effectivement si on peut travailler autant que possible à basse température. Si ce n'est pas le cas, il peut être proposé en fonction des déperditions d'avoir des radiateurs un peu plus grands en surface et qui permettent du coup, pour un régime de température plus bas, d'avoir une puissance suffisante pour chauffer le logement. Mais comme vous avez pu l'avoir tout à l'heure, le régime de distribution est important. Maintenant, si vous avez une chaudière en relève, on pourrait imaginer sous-dimensionner davantage la pompe à chaleur, parce que là, on est sur un cas un peu différent de la PAC toute électrique. Quand vous êtes avec une PAC toute électrique, donc vous avez la PAC, vous allez sous-dimensionner, mais pas trop, parce que la pointe, ça va être une résistance électrique. Et pendant les pointes hivernales, ça peut poser des problèmes en termes d'intensité soutirée, et on peut avoir des problèmes au niveau du réseau, surtout que quand il fait très froid, on a une tension sur le réseau qui peut être importante, et du coup, avoir des tensions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre et avoir des problèmes de fonctionnement de la machine. Donc, si vous êtes en relève, on peut imaginer sous-dimensionner davantage la PAC et qu'elle fonctionne avec des radiateurs en place, du coup, à des moments où le régime de température sera plus bas et du coup, elle sera sur des performances assez intéressantes pour elle. On va prendre une dernière question. Oui, juste sur la modulation, des machines qui modulent, elles ne sont pas forcément plus fragiles. Après, ça dépend de la façon dont elle est conçue. Donc il peut y avoir des technologies qui permettent de descendre un peu plus, mais à ma connaissance, des pompes à chaleur qui modulent autant que des chaudières, je n'en connais pas. Mais ça serait l'idéal, évidemment. On a dépassé le temps prévu parce que le sujet est vraiment très intéressant. On va prendre une dernière question. Dans le cas d'une installation en rénovation dans une maison individuelle, une pompe à air, RO, qui remplace une chaudière à gaz à condensation et qui alimente des radiateurs à eau qui ont été conservés. Le circuleur tourne en permanence 24 heures sur 24 pendant les périodes programmées de chauffe, 2 fois 2 heures par jour en ce moment, comme pendant les périodes où la consigne est à 17 degrés. Est-ce la normalité ? Et existerait-il une solution pour associer le fonctionnement du circulateur à l'unité intérieure lorsqu'elle se mettra en chauffe afin d'éviter son fonctionnement permanent comme les énergies, les usures, etc. Après, effectivement, ça dépend le mode de régulation qui est prévu. Il y a des possibilités effectivement de pouvoir asservir le fonctionnement du circulateur avec la demande, mais après ça dépend comment on boucle, comment est d'une part le circuit hydraulique et par ailleurs la régulation qui est prévue, à la fois locale et centrale. Mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir en tout cas, au niveau des circulateurs, aujourd'hui, il y a des choses qui bougent assez vite. Vous avez des régulateurs aujourd'hui qui deviennent hyper performants, qui permettent de s'adapter en termes de débit, etc. Donc il y a peut-être des solutions qui permettraient en tout cas de minimiser les consommations du circulateur qui là en l'occurrence apparemment fonctionne assez longuement. Bon, je pense qu'on a dépassé le temps prévu. Merci beaucoup pour votre participation. Vous avez toujours l'occasion de poser vos questions à l'UMGCCP et à Eurovent. On est disponible pour répondre à toutes vos demandes. Merci encore à nos intervenants Sophie et Nicolas pour cette très belle contribution. On vous dit à très bientôt dans un webinaire. La présentation, bien sûr,